Et salut à toutes et à tous, c'est Zeldo et bienvenue sur la chaîne. Suite à la sortie de la 9ème génération ainsi que le titre de champion de la ligue de Sacha, j'avais très envie de vous parler aujourd'hui de Pokémon. Quand on parle de Pokémon, évidemment les gens disent souvent que c'est des jeux pour enfants, que les scénarios sont très peu travaillés et surtout que les jeux deviennent de plus en plus sans intérêt. Eh bien je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Depuis ma vidéo sur l'iceberg de Pokémon, j'avais envie de vous trouver d'autres secrets que les créateurs avaient pu nous dissimuler à travers les jeux Pokémon. Et si je vous disais que tous les Pokémon légendaires sont inspirés des mythes de notre monde? Et si je vous assure, et le pire c'est que même certains Pokémon qui ne sont pas légendaires, des petits Pokémon communs, sont aussi inspirés de mythes que peut-être vous ne connaissez pas. C'est pourquoi je vous en parlerai davantage plus en détail dans chacune des prochaines vidéos. À chaque vidéo, sa génération. Et aujourd'hui, c'est parti pour la génération 1. Pour les Pokémon non légendaires ou Pokémon communs, les mythes utilisés sont plus particulièrement inspirés des contes et religions asiatiques. Un exemple très simple, si vous connaissez le Pokémon Fenard, vous savez toutes et tous à peu près d'où il est inspiré. On tire évidemment l'apparence de Fenard du conte du renard à 9 queues qui est très souvent utilisé dans la culture japonaise. Pour Meowth, c'est la même chose, c'est une figure très connue de la culture asiatique, puisqu'il représente le Maneki Neko ou le chat porte-bonheur, qui est une décoration traditionnelle dans la culture japonaise. Pour Aquaquack, l'évolution de Psycho Quack, il y a aussi une référence à un mythe japonais. Il serait la fusion entre le canard et ce monstre qui attire les hommes dans l'eau pour les manger, d'après le folklore japonais. Ce monstre, c'est le Kappa, et c'est également ce même monstre qui a inspiré le personnage dans Mario. Pour Maconieur, l'évolution de Mad Chopper, sa peau bleue et ses bras multiples peuvent nous faire penser aux dieux hindous Vishnu et Shiva. Ponyta, le Pokémon cheval, a lui aussi ses inspirations. Des chevaux de feu sont souvent apparus dans la mythologie, notamment la grecque, puisque ce sont les chevaux d'Hélios. Il y a aussi le Skinfaxi dans la mythologie nordique, ou encore les jumeaux Ashvin. Pour Amolos, ce petit Pokémon rose un peu flagada, il y aurait une ressemblance avec les Sasae Oni, ou le démon escargot. Ces démons duperaient et dévoreraient les marins lors des soirées de pleine lune. Ramolos est quant à lui de type eau et de type psy, ce qui peut nous rappeler le côté marin, comme une sirène tout simplement, et le côté psy qui nous rappelle évidemment la manipulation pour dévorer ces hommes. Pour le prochain Pokémon, on va aller dans du plus technique, puisqu'on va parler de canard tichot. Selon une légende japonaise, un canard s'offrirait à manger à des voyageurs perdus. Il apporterait avec lui un poireau ou un oignon vert afin de donner meilleur goût à sa chair. Un proverbe japonais dira d'ailleurs « un canard qui porte des oignons verts ». Cette citation permet de décrire quelque chose qui est surprenant mais qui reste pratique. Et sachez qu'il y a une petite anecdote quant à ce nom canard tichot, puisqu'en japonais, cette citation fait partie intégrante de son nom. Kamoga negi wo shotekuru. Le nom japonais de canard tichot se lit Kamonegi, à savoir Kamo le canard et Negi les oignons verts. Passons à présent à nos évolutions spectrales préférées. Fantominus nous rappelle notamment le Yukai Sogen Bi, ou appelé en français le feu de Sogen. Représenté comme une tête décapitée enflammée, il rappelle en réalité le conte d'un prêtre bien trop avare qui abandonna son temple pour des multiples richesses. À sa mort, il fut condamné à errer sous une forme de tête enflammée dans les enfers. Et bien pour Spectrum aussi, il est inspiré d'un conte. Dans la mythologie des Philippines, le Dila est, comme Spectrum, un spectre qui traverse les murs afin d'absorber l'énergie vitale de ses victimes en les léchant. Pour Ectoplasma, il rappelle tout simplement les mythes sur les ombres. Mais il y a une petite anecdote, c'est que beaucoup ont pu remarquer que son sourire faisait très référence au chat de Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Onyx, quant à lui, a été souvent comparé au dragon Wyrm. Et si on parle de dragon Wyrm, il ressemble plus particulièrement à l'Ouroboros, ce dragon qui se mange la queue. Et comme le montrent certains sprites, eh bien, Onyx y ressemble particulièrement. Soporifique, ce Pokémon est inspiré tout simplement du mythe du Baku, le dévoreur de cauchemars. Et tout comme le Baku moderne, eh bien, son visage ressemble à celui du tapir. Noix de coco, qui ressemble particulièrement à un cocotier, eh bien, il serait inspiré du mythe du Yin Menju. C'est un arbre légendaire qui aurait pour fruit des visages qui sourient.
Pour sac de nœuds, certains y voient une référence avec la méduse dans la mythologie grecque. Poissy-Reine et Poisson-Roi sont deux colorations différentes du poisson Ryukin. La corne sur sa tête est une référence à Matsya, un avatar du dieu hindou Vishnu qui ressemblerait à un poisson avec une corne sur la tête. L'adulte Liputu ressemblerait à plusieurs personnages adultes de la culture japonaise, comme le Yuki-oma, figure qui porte très souvent un enfant dans les bras, ou Yama-uba, qui dit-on aurait élevé un enfant humain, et plus particulièrement Kintaro. Ce dernier aurait même d'ailleurs inspiré Liputi pour la ressemblance. La principale ressemblance entre Liputu et Yama-uba, c'est plus particulièrement les capacités de type Psy. Les Yama-uba ont souvent été considérés comme des sorcières, et le fait de porter un kimono rouge serait symbole de mensonge et de tromperie au Japon. Tout comme Liputu et son type Psy, qui pourrait montrer justement la manipulation, le mensonge. Magikarp est tout simplement une carpe qui peut sauter très haut. Et comme toutes les carpes asiatiques, s'il venait à remonter la cascade nommée la Porte du Dragon, il serait capable de se transformer en dragon. Évidemment, il est facile de faire un lien avec Léviator qui est vu comme un monstre des mers ou un dragon des mers. Pour Lochlas, eh bien la ressemblance est plus qu'évidente puisqu'elle est indiquée dans son nom. Lochlas, Loch Ness. Et oui, il est inspiré du monstre Nessie. Et enfin, pour les Pokémon communs, il est évident que nous allions parler d'Evoli, ce Pokémon aux capacités identiques aux Tanuki. Tout comme les Tanuki, il évolue dans des formes différentes. Mais ces formes-là, nous en parlerons davantage dans les prochaines vidéos. Passons à présent aux Pokémon légendaires. Pour les deux premiers de cette liste, vous me direz, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces deux-là? Eh bien, sachez que Dracolos et Arcanin devaient de base être deux Pokémon légendaires. On a d'ailleurs eu une preuve dans l'animé pour Arcanin grâce à cette fresque qui le montre aux côtés des trois oiseaux légendaires. Mais alors pourquoi Arcanin? Arcanin est un Pokémon inspiré du lion Shishi ou encore du Koma Inu qui tient à la fois du lion, du tigre et du chien. Selon la légende, un roi visita un jour un village qui fut pris d'assaut par un dragon. Seul le roi fit face au dragon pendant que les autres fuyèrent. Et alors que le dragon allait terrasser le roi, le rugissement d'un animal fut si puissant qu'il fit peur au dragon et finit par se faire écraser par un rocher. Cette figure fait partie entièrement de la religion bouddhiste. Il rappelle fortement l'idée de force et de protection. C'est pourquoi vous les verrez souvent protéger les temples chinois et japonais. On retrouve d'ailleurs cette idée de protection dans le contexte de Dracolos, qui est inspiré du dragon Ryu, ce dragon qui serait symbole de sagesse et de protection. Vous avez sûrement dû souvent capturer des mini-dracos dans l'eau. Eh bien, il faut savoir que le dragon Ryu est très lié à l'eau. Pour Mini-Draco et Draco, vous pourrez apercevoir sur leur front une perle, qui rappelle évidemment le dragon Ryu. Ils sont souvent représentés avec une grande perle dans la patte. Selon les légendes, cette perle permettrait au dragon de voyager entre les royaumes de notre monde. Elle contiendrait l'essence spirituelle de l'univers et symboliserait la chance et la sagesse. Draco, le Pokémon, s'inspirerait également du mythe coréen, le dragon Imugi, qui devrait saisir une perle afin de se transformer en puissant dragon. Parlons maintenant des vrais légendaires. Nous allons commencer par ces trois oiseaux que toutes et tous vous connaissez. D'après le jeu, les trois oiseaux sont inspirés des forces qui mettent en marche la machine climatique de la planète. Certains ont notamment cru que Arctic Odin venait de Odin, que Sulfura venait de Ra et que Elector venait de Thor. Eh bien, même si les jeux de mots sont plutôt sympas, il s'avère que c'est relativement faux. Physiquement, Arctic Odin rappelle pour beaucoup l'Anka ou le roc, un oiseau arctique légendaire, et aurait une apparence de Quetzal ou de jet à face blanche. Mais en réalité, le Pokémon Articodin s'inspire de la culture perse et plus particulièrement du Simurgh. Le Simurgh est apparu dans le livre des rois, la fable de Ferdowski. C'est l'oiseau qui sauva le prince Zal, abandonné lorsqu'il était bébé car il était albinos. Il le prit sur son aile et le protégea toute sa vie, même après que Zal retrouva les humains. Il vint à son aide pour la naissance de son fils, Rostam, qui devait mourir en couche, mais qui finira finalement un des plus grands héros perses. Pour Elector, tout le monde semblait unanime. Il devrait être inspiré de l'oiseau tonnerre des cultures amérindiennes. Le seul point qui pourrait troubler cette théorie, c'est en effet son apparence physique, car comme vous le voyez, ce visage, n'est pas du tout le même. L'oiseau tonnerre, tel qu'on le voit dans la culture amérindienne, c'est un faucon.
Elector n'a rien à voir avec un faucon. Eh bien, en réalité, il semblerait qu'il se soit inspiré de l'Inpudulu venant de la légende africaine. Et oui, il serait en effet inspiré de cet oiseau tonnerre d'Afrique du Sud. Et effectivement, quand on regarde la ressemblance, eh bien, il n'y a pas à tortiller. Quand on dit sulfura, eh bien, on pense forcément au phénix. Pour certains, il rappelle également l'oiseau vermillon du Sud ou encore l'oiseau de feu du folklore russe. Mais c'est bien un phénix tel qu'il était représenté dans la culture égyptienne. Un héron. Car oui, ce premier phénix égyptien s'appelait le Bennu, celui qui apportait le printemps. Comme le dit sa description dans le Pokédex, on dit que sa venue annonce l'arrivée du printemps. Donc oui, a priori, Sulfura serait réellement un phénix venu d'Égypte. Et du coup, quand on voit son nom Sulfura, eh bien on comprend davantage le petit jeu de mots qui, cette fois-ci, marche très bien. En effet, selon la légende, c'est lui qui aiderait Ra, le dieu du soleil égyptien, à ressusciter chaque matin pour apporter le jour. Finissons à présent cette vidéo avec les deux légendaires les plus mystérieux de la première génération, à savoir Mew et Mewtwo. Tous deux ayant pour radical Mew, qui provient du japonais Myotento et qui se traduirait tout simplement comme mutant. Ces deux Pokémon tireraient leur inspiration de quelque chose de plutôt métaphorique. Le premier cité, Mew, ressemble d'ailleurs phonétiquement à New, qui veut dire nouveau, et il ressemble particulièrement à un embryon. Cette apparence embryon rappelle l'idée de la théorie de la récapitulation, à savoir que tout être vivant de notre monde apparaît d'abord sous cette forme. Et comme je l'ai évoqué dans l'iceberg de Pokémon, Mew est le premier Pokémon de tous, et chaque Pokémon avant de naître serait un Mew prenant forme. Mais selon certains fans hardcore, l'inspiration serait tout autre. Selon eux, ce serait une représentation de l'Antéchrist. D'une part car le prénom Mew semble rappeler les chiffres 333, du fait de ces trois lettres semblables. Le 333 au Japon, eh bien c'est tout simplement l'équivalent du 666 en France. Mais d'autre part car certaines religions réfutent l'idée de la dérive génétique, principe important de la sélection naturelle de Darwin. Bon, je vais pas vous mentir que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé cette théorie un peu étrange, enfin du moins pour Mew. Car pour Mewtwo, c'est différent. Dans son Pokédex, il est dit que c'est le Pokémon le plus féroce de tous, et que les scientifiques n'ont pas pu doter Mewtwo d'un cœur sensible. Selon le film, Mewtwo est né de la tentation des hommes à vouloir le pouvoir. Lorsqu'il se réveille, il s'en prend à ses créateurs et juge les humains. Cette représentation de Mewtwo ressemble à l'idée qu'on a de Satan dans les différentes religions. Il incarne le mal et la tentation. Créature céleste, il est à l'origine l'accusateur ou l'adversaire avant de devenir le diable, prince des démons. Puis bon, sérieusement, comment vous voulez avoir confiance en un Pokémon comme ça alors qu'il ressemble à ces deux types-là? Franchement, il pouvait pas être sympa de base. Et si Mewtwo et Mew n'étaient autres que l'opposition entre la création et la destruction, l'opposition entre l'homme et le diable, l'opposition entre l'enfant et l'âge adulte. Et bien c'est sur ces dernières suppositions que je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé faire ces recherches pour cette vidéo et je vous assure que je vais continuer pour les prochaines. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sortira la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Zeldo.